Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais réassembler les 4 étriers de la Nissan Sunix GTI. Bien sûr, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas le véhicule, je vous invite à aller voir la playlist dédiée à celui-ci. Je vous mets en fiche le lien de celle-ci en haut à droite de l'écran. Alors le but d'aujourd'hui vraiment, c'est de voir si mon problème est résolu grâce à la réflexion des 4 étriers. Donc je verrai si je peux enfin rouler avec. Donc là j'ai les 4 étriers, 4 chapes, ça a été peint. Donc j'ai peint ça hors caméra parce que c'était une vraie galère, surtout au nettoyage. Euh, j'ai reçu toutes les pièces, donc je vais vous faire, avant de commencer, un petit listing de toutes les références dont vous aurez besoin si vous avez une Nissan Sunix GTI. Donc je vous prends avec moi et puis on voit tout ça. Bon bah c'est parti, hein, je vous donne quelques informations qui vous seront utiles si vous souhaitez remettre à neuf les étriers de votre Nissan Sunix GTI. Pour les 1,6 litre, malheureusement, ce que je vais vous expliquer dans cet épisode ne vous servira pas, mais peut-être un jour je ferai une 1,6 litre avec des freins à disque à l'avant et à l'arrière que je remettrai en état, et si un jour ça arrive, ben bien évidemment que je ferai des épisodes sur le sujet. Donc déjà les flexibles. Alors les flexibles, à l'avant, il y a plusieurs longueurs disponibles. Il y en a deux chez ce fabricant-là. Bien sûr, je tiens à préciser que je ne fais pas de publicité. Tout ça, je l'ai acheté avec mon argent. Donc ça m'a pas coûté bien cher en soi. J'ai dû en avoir pour une centaine d'euros, je crois. Après, j'ai pas compté la peinture, l'outillage, etc. Mais pour ce qui est des pièces, je crois que j'en ai eu pour une centaine d'euros. Après, il y a les lubrifiants, ça, j'en parlerai après. Je le compte pas dans le prix des pièces. Voilà. Donc les flexibles. À l'avant, j'ai pris les plus grands flexibles qui étaient disponibles chez ABS. Et j'ai pas pris ça au hasard, hein. J'ai bien pris soin de mesurer mes anciens flexibles. Donc moi je vous conseille de le faire. Je vais vous donner juste une information importante, c'est que à l'arrière, vous avez deux types de flexibles. Vous avez les flexibles avec load sensing valve, donc c'est les répartisseurs de freinage à l'arrière, qui ont une tranche comme ça là. Donc si vous avez les load sensing valve à l'arrière, il va vous falloir ces flexibles là qui sont spécifiques. Bien sûr pareil, hein, pour l'arrière, il faut contrôler la longueur. Par contre, là je vais vous donner des références dont je suis sûr, parce que ça fonctionne. Donc j'ai déjà remonté un étrier arrière, un étrier avant, et donc je valide à 100% ces kits de réparation qui sont 100% compatibles. Voilà. Donc déjà, je vais commencer par l'avant, chez ce fabricant. Une chose à savoir, c'est que ce kit-là, si vous entrez votre plaque sur les sites web de vente de pièces auto, ou même si vous rentrez votre numéro de série, il est possible que vous n'ayez pas cette référence-là, que vous ayez une autre référence de ce type-là, une référence de type ABS, avec dans le kit tout ce qu'il vous faut normalement. Alors si ça veut bien sortir. Ah, et bien sûr je l'ai pas là-dedans, donc il va falloir que je regarde dans l'autre kit s'il est ou pas. Ah oui, il y est. Hop, voilà. Donc ce kit là de chez ABS, ça c'est un kit que j'ai commandé avec
le numéro de série de ma 100NX. Donc j'ai reçu ce kit. C'est le bon kit. Le cache-poussière, il est bon. Le joint d'étanchéité, il est bon. Le clip ici, il est bon. Le soufflet ici, pour la colonnette inférieure, il est bon. Par contre, le petit bouchon qui vient au niveau de la chape d'étrier, donc on va y voir ça. Je vais prendre de l'éclairage. Allez, voilà. Hop. Donc le petit bouchon qui vient à ce niveau-là en haut, ici, et ben en fait, c'est ce bouchon-là. Sauf que le problème, c'est que ce bouchon-là, dans ce kit-là en tout cas, et dans pas mal de kits du même type, vous avez ce bouchon de merde là, et ben c'est pas le bon, pas du tout. Le diamètre ne correspond pas à celui de la chape. Bon, là on est une semaine plus tard. Je suis en train de tourner le prochain épisode qui sortira dans 2 semaines, où j'ai enfin trouvé ma panne de frein sur ce véhicule. Oui, je sais, je viens de vous spoiler, mais dans cet épisode, malheureusement, eh ben, j'aurai toujours le blocage de frein avant gauche et arrière droit. Donc le fait d'avoir refait les freins n'a pas réglé mon problème, mais bon, dans tous les cas, il fallait que je refasse les 4 étriers parce que ben ils en avaient bien besoin. Enfin bref, dans 2 semaines, il y aura un épisode sur du coup la résolution de mon problème, donc qui sera pas très très long, hein. Là, je rebondis sur la scène d'avant où je vous avais mis un gros message disant que je m'étais foiré lamentablement en inversant les 2 chapes d'étrier. Donc la chape côté gauche à l'avant, hein, bien sûr, c'est les 2 chapes étrier avant que j'ai inversé. Les chapes d'étrier arrière sont identiques, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Par contre, à l'avant, les chapes ne sont pas identiques. Et j'ai fait l'erreur de monter la chape de gauche à droite et la chape de droite à gauche. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien tout simplement, la vis coulisseau de petit diamètre se retrouve en bas et la vis coulisseau de gros diamètre se retrouve en haut. Et ça, il faut pas du tout que ça arrive. Il faut absolument que la vis coulisseau de gros diamètre soit en bas. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va encaisser le plus gros de l'effort. Du moins, c'est ma théorie. Donc, heureusement, je m'en suis rendu compte. Comment je m'en suis rendu compte? Bah, tout simplement parce que je me posais la question, est-ce que j'ai bien positionné enfin, est-ce que j'ai posé dans le bon sens les petites tôles des plaquettes à l'avant? Donc oui, là, c'est pas dans le bon sens. Et c'est pas important. Ici, c'est pas important. J'ai regardé sur la documentation technique Nissan, la petite languette qu'il y a ici là, et ben elle y est pas sur l'éclaté d'origine. Normalement, c'est censé être les mêmes tôles que ce soit en bas ou en haut. C'est normalement la même pièce. Mais là, chez le fabricant de ces tôles là, ils ont rajouté une petite languette. Alors là, franchement, ça sert à rien, ça touche rien. Donc je peux y laisser comme ça. Pourquoi j'y laisse comme ça? Parce que de toute façon, dans tous les cas, je vais changer les plaquettes le mois prochain. Donc, je remonterai ça dans le bon sens. Mais par contre, voilà, l'échappe, je m'en suis rendu compte, en fait, ben, en regardant la vidéo que j'ai faite ben, quand j'ai démonté les freins, tout simplement. Donc voilà, hein, ça sert de faire des vidéos sur YouTube. Ça sert parce que ben, des fois, on peut se tromper où on peut avoir des doutes et donc on peut se dire bon, est-ce que j'ai bien remonté? Donc on regarde l'ancienne vidéo et puis on se rend compte que bah, qu'on a fait de la grosse merde. Et donc le petit soufflet accordéon là, bah, je me suis rendu compte qu'il était en haut. Et ensuite j'ai regardé la documentation technique et effectivement sur la documentation technique, ce soufflet il est en haut. Et donc bah, j'ai remonté comme il faut. Et bien sûr, il y a un truc que j'ai oublié aussi mais que je vous mettrai dans la description.
c'est bien sûr le graissage des vis coulisseaux, autant à l'avant qu'à l'arrière. Et il faut y graisser à la graisse graphitée, euh, comme ce que j'ai utilisé là, ce que j'ai au boulot là. Donc si vous arrivez à trouver la graisse graphitée comme ça, avec cette texture là. Donc c'est ça la marque d'ailleurs, je sais même pas si vous allez trouver ça sur le net. Bref, euh, j'ai utilisé ça pour y graisser parce que c'est ce qu'on utilise au boulot. Vous pouvez utiliser de la graisse cuivrée. Ça fonctionne aussi. Par contre, je sais pas si ça supporte, si le caoutchouc supporte la graisse cuivrée. C'est pour ça que je l'ai pas utilisé là-dessus. Là, je sais que cette graisse graphitée, elle est compatible avec les caoutchoucs, donc j'ai préféré l'utiliser vu que je l'avais sous la main. Mais sinon, j'aurais utilisé de la graisse, je pense, au cuivre. Parce, parce que j'aurais pas eu d'autre choix de toute façon. Donc, je vous laisse dans cet épisode. Et puis, ben, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de ma recharge de panne. Allez, à plus. Voilà. Et donc, pour avoir le bon kit de réparation, et ben, il faut aller chez eux, chez Friendkit. Il n'y a que qui fournissent le bon kit. Parce qu'en fait, chez eux, il y a le petit bouchon, le fameux petit bouchon là. Voilà, qui est ici. Et c'est le bon. C'est le bon bouchon. En fait, c'est un bouchon qui est en tôle. Et autour, bah, il y a du caoutchouc. Et c'est ce bouchon là, en fait, qui est important et qui est ici, mais qui ne sert pas. Parce que ben, c'est le mauvais diamètre. Les mecs qui ont conçu ce kit, et ben, ils se sont foirés sur le diamètre interne au niveau de la colonnette supérieure sur la chape. Voilà, tout simplement. Mais pas chez Friendkit. Voilà. Eux, ils ont fait du bon taf. Donc là, je vous donne la référence. Hein. Vous faites pause s'il y a besoin. Pour l'avant, c'est bon. Donc moi, j'ai déjà remonté un étrier, je vous avais dit, et j'ai déjà remonté l'échappe avant-arrière. Et j'ai déjà posé ce soufflet là, enfin ce soufflet. C'est pas un soufflet, c'est un caoutchouc de colonnette, si je peux appeler ça comme ça. Oui, on peut dire soufflet aussi parce que bon, il y a un petit soufflet au bout. Et là, par contre, c'est la graisse, elle est à l'intérieur de ce tube en caoutchouc et ne s'en va pas. Donc ça aussi, c'est important de le remplacer, hein, ce bordel là, parce que souvent, en fait, dans la chape, c'est pourri. Et donc c'est bien d'y enlever et d'y nettoyer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé l'ancienne, enfin l'ancien soufflet là, comme ça, et j'ai passé un coup de brosse métallique à l'intérieur des brosses rotatives. Et puis ensuite j'ai regraissé avec une graisse spécifique, bien sûr, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis je l'ai remis en place, le neuf, sur ce côté. De l'autre côté, je l'ai pas fait encore, donc je pense que je vous montrerai comment je fais. Donc voilà, ça c'est un premier point qui me semblait très important. Ne vous faites pas avoir comme moi. Donc du coup, moi j'ai 2 kits comme ça qui me servent à rien au final. Bah, à part les joints, mais bon, généralement quand les joints tombent en panne, enfin quand ils crèvent, parce que bon, ça peut pas tomber en panne. On va dire que quand ça crève, et ben au final, ces bouchons-là, c'est possible qu'ils crèvent aussi sur l'échappe. Et donc si on l'a pas, ben, notre kit au final ne sert pas à grand chose. Pour l'arrière, même histoire. Il y a un souci au niveau des soufflets, enfin des cache-poussières. À chaque fois, je confonds le nom de cette pièce. Donc c'est cache-poussière, c'est pas un soufflet. Alors, il peut arriver que j'appelle ça soufflet dans cet épisode, mais vous m'avez compris, hein, c'est un cache-poussière. Et ben le cache-poussière d'origine qu'il y a sur mes freins, qui sont des CL9HA, pour rappel, hein, mes freins arrière. Et les freins arrière des 1,6 litre, c'est y a un set dedans. Je pourrais pas vous donner la référence parce que je l'ai plus en tête. Mais les cache-poussières sont différents. Donc là, je vais vous prendre
un autre kit. Et là, pour le coup, c'est le même fabricant, hein, Autofrene. Hop. Et voilà. Donc là, le cache-poussière qui est correct, cache-poussière qui n'est pas correct. Donc en fait, tout simplement, là, on voit tout de suite la différence sur la gueule que ça a, et surtout à ce niveau, on voit que celui-là, il est beaucoup plus épais que celui-ci, qui est tout fin. Donc, il faut absolument prendre ce kit. Non, voilà la référence. Et là, vous aurez le bon cache-poussière. Donc ça dégage, c'est pas bon. Ça aussi pareil, donc je me suis fait avoir sur les deux, hein, sur l'avant, sur l'arrière. Nickel. Donc j'ai deux kits qui ne me serviront probablement jamais. Donc allez hop, ça part dans les pièces perdues. Tant pis. Je me suis fait le plaisir, alors c'est pas obligatoire. Vous les changez si vous voulez. J'ai acheté les petites tôles comme ça là, qui viennent au niveau des étriers, qui viennent à l'intérieur. Et qui viennent aussi au niveau des chapes. Alors ma lampe, où est-ce que j'ai posé ma lampe? Elle est là, putain, elle est devant moi. C'est comme tout à l'heure, là, je cherchais une douille. Putain, j'ai cherché pendant 1 heure, alors qu'elle était devant mes yeux. Donc voilà, les petites tôles là, vous voyez, que j'ai installé sur les chapes, à l'arrière. Donc c'est très très chiant à mettre. Mais bon, une fois que c'est dedans, c'est nickel. Après, il faut y graisser, hein, bien sûr. Donc là, ces petites tôles, et ben vu que je refais tout à neuf, et vu le prix que ça coûte, et ben je me suis pas privé, hein. Ça coûte pas cher du tout, hein. Donc ne vous privez pas. Après bien sûr si vous avez vraiment pas les moyens et vous voulez refaire les freins juste parce que vous êtes tombé en panne et que vous avez besoin du véhicule, vous voulez aller au plus vite, vous pouvez passer à côté de 15-16 euros et laisser tomber pour ces pièces là parce que bon, c'est pas non plus nécessaire quoi. Donc voilà la référence pour l'arrière. Donc ça c'est bon. Pour les pièces normalement j'ai fait le tour. Là j'ai des joints. Donc c'est les joints cuivre pour les flexibles. Ça vous pouvez les trouver sur Amazon. Ça se vend dans des petites boîtes là comme ça. Une petite boîte à la con comme ça là. Bon c'est du made in China mais ça va bien. Bon alors moi j'ai pu en trouver une boîte avec les bons joints parce que vous avez plein de boîtes différentes et il y a certaines boîtes qui ne sont pas compatibles. Moi je me suis fait avoir 2 fois, hein. Donc 2 boîtes qui ne me serviront à rien parce que ben, c'est pas le même diamètre. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais y mettre là parce que j'ai pas envie que ça abîme les étriers, même si j'ai déjà flingué celui-là. Je vous expliquerai après. Pour les lubrifiants, parce que là donc j'ai fait les pièces. Normalement ça c'est bon. Les flexibles, je vous ai dit contrôler. Ne vous fiez pas à ce que je vous dis. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas donné de référence, hein, pour ces pièces-là. Par contre ces pièces-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Maintenant on va passer au lubrifiant. Donc moi j'ai pris 3 lubrifiants, dont un lubrifiant qui malheureusement je pense ne sera pas trouvable dans le commerce ni même sur le net parce que ça vient du boulot et je bosse aujourd'hui dans le poids lourd, donc on a des produits qui sont adaptés au poids lourd. Donc ici, d'ailleurs je vais commencer par celui-là je pense. Ici c'est une graisse au graphite. Graisse graphite, pourquoi j'en ai besoin? Parce que à l'arrière j'ai un roulement ici. Hop, j'enlève l'axe pour le frein à main. Donc il y a un roulement. Ce roulement doit impérativement être graissé. Du coup, j'utilise cette graisse qui résiste à des températures allant jusqu'à 1500 degrés Celsius. Donc ce qui est assez badass quand même. 1500 degrés, les freins, ils n'iront jamais. Mais
Au moins, je sais que ça tient la température. Si ça tient 1500 degrés, c'est que 200 degrés, ça va tenir vraiment large, large, large. Et 100 degrés, 150 degrés, encore plus. Ce qui veut dire que la graisse va tenir plus longtemps dans le temps, également. Donc voilà, la graisse verte, graisse à roulement, non, franchement, moi je vous la conseille pas. Et d'ailleurs, j'ai pas fait le montage avec de cet étrier-là. Donc voilà, donc prenez, essayez de trouver de la graisse au graphite, mais qui a cette texture-là. Parce que souvent, ce que vous allez avoir, parce que moi j'ai commandé de la graisse au graphite. Et oui, comme je suis con, j'ai pas demandé aux collègues s'ils en avaient. Donc je ne savais pas qu'on en avait de la graisse graphite. Donc là, si j'ouvre le petit pot là, alors c'est un pot qui coûte quand même 22 €. Hein. 350 grammes, ça fait cher quand même. Mais bon, après, on va pas se mentir, c'est une bonne graisse. Donc voilà, elle est sous cette forme-là. C'est des paillettes. Vous avez des paillettes. Et en fin de compte, ouais, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, je sais pas, j'ai vu la texture et tout. Je dis, ouais, je sais pas. Je sais pas si je monte ça comme ça. Si je monte ça avec cette graisse, parce que, ouais, on va dire que j'avais pas trop confiance. J'avais plus confiance à cette graisse-là qui est plus pâteuse, on va dire. Enfin, pâteuse. Qui est plus, comment dire, elle est plus dense que cette graisse-là. J'ai l'impression, en tout cas. Après, je sais pas, ça pourrait être intéressant peut-être d'essayer de mettre cette graisse-là dans l'autre étrier, justement dans celui-là. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais utiliser cette graisse pour cet étrier. Donc pour ceux qui veulent la référence, c'est ça, hein, c'est de la graisse graphitée. Vous tapez graisse graphitée, vous allez tomber là-dessus de toute façon. Et ça coûte ouais, 22 €. Donc écoutez, je pense que je vais faire ça. Alors j'avais fait un essai sur un bout de joint, sur un soufflet qui est là. Donc, je voulais voir si ça bouffait le caoutchouc. Donc j'en ai laissé pendant plusieurs jours. Et ça n'a pas l'air d'avoir bouffé le caoutchouc. Donc c'est ok, on peut utiliser ça. Cette graisse là de chez ce fabricant avec du caoutchouc normalement. Ça devrait aller. Pour la graisse du roulement à l'arrière, c'est bon. Maintenant, je vais passer sur cette graisse-là. Donc cette graisse, c'est une graisse qui sera utilisée pour remonter tout ce qui est joint interne et piston d'étrier. Cette graisse-là, elle a une particularité, c'est qu'elle peut être miscible avec les liquides de frein DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1. Donc si vous mettez de la graisse comme ça de montage, elle ne va pas contaminer votre liquide de frein. C'est ça l'avantage en fait. Parce que si vous utilisez de la graisse classique, alors déjà, est-ce que c'est compatible avec les caoutchoucs? Faut faire gaffe. Et en plus de ça, ça va contaminer votre circuit de freinage. Donc vous serez bon à tout redémonter pour tout renettoyer et tout remonter avec, cette fois-ci, le bon lubrifiant. Après, bien sûr, on peut tout monter au liquide de frein, mais je trouve ça pas ouf. J'ai déjà monté des étriers au liquide de frein, c'est pas ouf, je trouve. Avec cette graisse-là, franchement, c'est pas mal. Et donc ça, c'est bon pour la graisse de montage. Maintenant, je vais passer sur la graisse pour les plaquettes. Alors là, ça c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, cette graisse. À quoi elle va servir? Eh ben, elle va servir tout simplement à aider les plaquettes à mieux glisser dans les chapes d'étrier. Donc ça se met à ce niveau, donc au niveau des oreilles là, et au niveau bien sûr de leurs emplacements dans les chapes d'étrier. Et donc ça permet de réduire le bruit et ça permet d'aider au rappel à leur rappel tout simplement. Donc cette graisse là c'est bon, j'en ai parlé. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune autre précision à vous donner. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer. Parce que alors là, je vais peut-être vous filmer, mais
il y a une étape que je vais sauter. Quelle est cette étape que je vais sauter? Eh ben, c'est tout simplement l'étape du remontage de ce ressort et de cette cage. Ça là, préparez-vous mentalement à des minutes et des minutes et des minutes et des minutes de souffrance pour la remettre en place. Surtout la cage. Parce que la cage elle vient comme ça. Et ça vient en fond. Bien sûr, il y a cette pièce là avant. Il y a tout le mécanisme de frein de parc à monter avant. Mais quand vous arrivez à cette étape, et ben vous allez littéralement vous allez péter des câbles. C'est obligé. Donc si vous avez pas de patience, si vous avez tendance à péter des câbles facilement, c'est pas un truc fait pour vous. Si vous trouvez quelqu'un qui a plus de patience que vous lui expliquez comment ça se monte et vous le laissez faire, parce que clairement vous avez pété des câbles. Moi j'ai pété des câbles et pourtant je suis pas le genre à péter des câbles, mais à un moment donné ça m'a saoulé, mais un truc de fou. Ça faisait 30 minutes que j'étais dessus, 30 minutes quoi, que j'étais dessus à chaque fois. Je le mets, la putain de cage, elle vient se mettre sur le rebord là. Alors en fait, vous avez une marche tout au fond, vous avez une première marche et ensuite vous avez deux gorges à serre-clip. Et la première marche qu'il y a au fond là, et ben le problème, c'est que la cage là, et ben comme il n'y a aucun centrage, elle va se mettre comme ça là, sur le bord. Et vous allez appuyer. Et quand vous allez appuyer, et ben ça va se tordre. Et alors là, c'est game over, c'est fini, terminé. Il faut tout redémonter. Enfin, vous m'avez compris, il faut enlever l'arrache qui sert de compresseur du coup. Vous prenez la cage, vous prenez une pince comme ça là, et vous repliez, vous la remettez à plat, en évitant bien sûr de tordre les pattes, parce que c'est pas bon. Il faut que les pattes elles soient bien écartées comme ça, mais ce qu'il faut, c'est qu'elles soient vraiment planes. Voilà, faut pas qu'elles rebiquent, parce que si elles rebiquent, le problème c'est que le cercle-clip, vous n'allez pas pouvoir le mettre. Et en plus de ça, c'est un risque que bah, si ça tombe mal, au mauvais endroit, ça fasse sauter le cercle-clip à un moment donné. Donc voilà, c'est une grosse merde cette étape-là. Je vais vous la passer. De toute façon, c'est l'inverse du démontage. C'est l'inverse du démontage. Il faut mettre la pièce, vous mettez la douille de 14 mm, vous mettez l'arrache là qui est ici. Il faut appuyer à la main, visser en même temps jusqu'à ce que ce soit guidé plus ou moins, et ensuite prier le bon Dieu pour que la cage soit bien centrée, qu'elle rentre toute seule et que les petites pattes là elles ne se plient pas. Et ensuite, vous mettez le serre-clip qu'il ne faut pas oublier, parce que quand vous mettez la pièce et qu'elle rentre bien, et que vous n'avez pas tordu les pattes, et que vous prenez votre pince à serre-clip, et qu'en fait, vous vous rendez compte que le serre-clip il est à côté de l'étau, et ben là c'est simple, hein. Vous partez dehors et vous foutez un coup de poing dans le mur, parce que il faut tout redémonter. Et oui, il faut remettre le serre-clip en place. Il faut recomprimer. Et puis il faut reprier encore une fois pour que tout le bordel soit bien centré. Enfin, c'est un truc de fou. Le serre-clip, il faut pas qu'il tombe au fond. Parce que s'il tombe au fond, c'est pareil. C'est fini, game over. Il va falloir tout redémonter aussi. Pour pas que ça tombe, faut utiliser ça. C'est une merde. Franchement, là je le fais parce que bon, c'est des freins, ils sont vieux, il faut que je les refasse. Mais si c'est à refaire, franchement, sincèrement, si c'est à refaire, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je le ferai.
vraiment, ça serait le dernier truc que je ferais parce que c'est l'enfer. Ça, c'est le plus chiant, on va dire, entre guillemets. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a ce ressort de merde à remettre. Ce ressort à la con qui vient ici. Ça, c'est pareil. Vous allez en chier. Vous allez en chier pour le remettre. Mais c'est plus simple que de remettre cette merde. Au moins, là, c'est à l'extérieur. Il n'y a pas de guidage. Il n'y a rien du tout. Vous mettez là où il faut et normalement, ça rentre. Le levier, ça, vous allez en chier aussi. Parce que quand tout est en contrainte, eh ben, en fait, pour le passer, à cause de cette bibite là, ce champignon, eh ben, il faut le passer comme ça, là. Il faut passer comme ça la pièce là. Sauf que, en fait, quand vous allez le tout remonter, eh ben, la pièce elle sera légèrement décalée. En fait, l'axe sera légèrement décalé. Ce qui va faire que, eh ben, pour le remettre, ça va être très chiant. Il va falloir tourner un petit peu, appuyer en même temps. Après, une fois que c'est rentré, c'est bon. Mais c'est une merde également. Donc j'ai remonté cet étrier. Voilà, donc ça c'est ce dont je devais vous parler pour les étriers arrière, parce que c'est voilà, ça c'est une grosse galère, faut vraiment être patient. Donc j'en ai fait un hors caméra bien sûr, parce que je voulais me faire la main, et ce qui m'a permis justement d'acquérir de l'expérience pour le deuxième. Donc normalement le deuxième ça devrait se passer un peu plus rapidement. Donc là j'ai remonté, franchement tout fonctionne nickel. Donc je vais essayer de vous faire fonctionner le système de front park. Hop, je sais pas si vous allez voir, vous allez peut-être pas voir parce que ça bouge vraiment légèrement. Il faut vraiment forcer pour faire fonctionner, pour faire manœuvrer. Alors attends, je vais me mettre comme ça. Là, c'est le maximum que je puisse faire. Donc ça fonctionne bien. Le piston. Alors à savoir que celui-là normalement, ouais, R. Donc RHD, donc c'est le côté droit, donc arrière droit. Et ben ça va plutôt pas mal. Hein. Donc là, je peux même utiliser une passe à serre clip. Normalement, ça devrait le faire. Je vais tenir. Hop là. Et là, je force pas du tout. Je force absolument pas pour repousser le piston. Donc j'espère que c'est ça, que c'était ça mon problème pour l'arrière. Donc là, vous voyez là, je force pas du tout. Ça rentre tout seul. C'est incroyable. J'adore quand un plan se passe sans accroc, comme dirait quelqu'un. Donc ça c'est bon. Ce joint là ça se met plutôt bien, mais bon de toute façon je vais vous montrer tout de suite là pour l'arrière. On va taper dans le dur comme on dit par chez moi à La Réunion. On tape dans le dur. Va être difficile, mais faut tirer beau les gars. Courage. Tout ça va bien se passer. Voilà. Bref. Ça va bien se passer. Faut du courage, faut de la patience. Mais à la fin, quand vous arrivez à ce résultat-là, je peux vous dire que vous êtes très heureux. Alors bien sûr, je pense que vous l'avez vu, mais j'ai baisé la peinture. Et oui, il fallait que je baise la peinture, bien sûr, en plus de ça. Voilà, il fallait que je baise la peinture. Ben écoutez, c'est pas grave, hein, je ferai des retouches. Mais bon, après c'est de la peinture, on s'en fout, franchement, c'est qu'esthétique. Pour l'avant, et ben là c'est la simplicité, mais extrême. Il y a rien de compliqué, le piston il rentre tout seul, faut juste faire gaffe à mettre le soufflet avant de mettre le piston, mais bon de toute façon c'est pareil, je vous montrerai comment faire sur l'autre étrier. Mais ça c'est du miel, comparé à l'arrière c'est du miel. Donc un étrier avant remonté, un étrier arrière remonté, mais bien sûr que j'ai baisé la peinture, voilà, je vais mal dormir encore cette nuit à cause de ces conneries là. Et puis c'est parti, hein. On va commencer à remonter cet étrier là.
Donc, ce qu'il va falloir faire avant de remonter l'étrier, on va commencer par l'arrière, parce que ça, on commence toujours par l'arrière. Il va falloir mettre l'axe. Alors l'axe, le problème c'est qu'il rouille à ce niveau. Donc, ce que vous faites, vous prenez un bout de papier de verre. Moi j'ai utilisé du 320 et vous grattez tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il n'y a pas besoin de gratter fort. Faut éviter d'enlever le revêtement quand même de protection. Donc on enlève la rouille superficielle, on va dire que ça fait la rouille graton là, comme je l'appelle là, que ça fait des gratons là. On enlève ça. Et ensuite, il va falloir mettre le petit joint qu'il y a à ce niveau. Mais avant, bien sûr, il faut mettre la graisse. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un tournevis, je crois que c'est celui-là que j'avais pris. Je le dégraisse bien et j'étale en fait la graisse et je la fais bien pénétrer dans le roulement. Ensuite, ce que je fais, je prends l'axe, je le mets là, je fais manœuvrer, je fais manœuvrer, je fais manœuvrer, ça diffuse la graisse partout à l'intérieur. Là, je le renlève, je remets de la graisse et normalement ça devrait suffire. Il ne faut pas que ce soit dans l'excès. Après, bien sûr, il y a quand même de la place, hein. Il y a un trou là au fond, il y a quand même de la place, mais évitez de mettre trop de graisse parce que moi c'est ce qui s'est passé, j'ai mis un peu trop de graisse dans celui-là et j'ai eu du mal à appuyer sur l'axe. Donc j'ai dû appuyer sur l'axe fortement et l'air en fait s'est barré par le soufflet. Parce qu'en fait quand on met le soufflet là, et ben tout est étanche. Parce que le soufflet il est tellement serré que ça étanchéifie mais un truc de fou. Ben, c'est une bonne chose. Mais le problème c'est que l'air qui est à l'intérieur ne peut pas s'échapper parce que l'étanchéité, il y en a une aussi à ce niveau là. C'est ce joint torique qui fait l'étanchéité. À savoir que le liquide de frein s'arrête ici. Il n'y a pas de liquide de frein à cet endroit, il n'y a que de la graisse. Donc, je disais, on graisse. Une fois que le graissage est fait, on met l'axe, on diffuse la graisse, on renlève, on regraisse le roulement, on regraisse l'axe. On met de la graisse à ce niveau. On met de la graisse là-dessus. Ça rentre ici, hein. On met de la graisse là-dedans. On met le pion à l'intérieur. Et puis, on fait tout passer à travers. Et avant, bien sûr, il faut changer les joints. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais vous mettre sur le trépied. Oui, ça va être très long, je le sais. Je fais des vidéos qui sont très longues. Alors, c'est pas fait forcément pour... Je sais que ces vidéos-là, de toute façon, personne les regarde. Hein. Concrètement, enfin... Je dis personne, si bien sûr, vous inquiétez pas, je vous vois les gars qui me suivent, qui suivent mon contenu de manière régulière. Vous êtes une petite poignée, mais vous êtes fidèles. Et dans cette petite poignée, il y a des possesseurs de Nissan Science, qu'elles soient GTI ou pas. Donc voilà, merci à vous d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier d'être aussi fidèles. Donc, je mets la graisse. Le tout, c'est que ça s'imprègne bien dans les rouleaux. C'est le but, hein. Ce qu'on veut, c'est pas... Il y a de la graisse partout, quoi. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il va falloir mettre le petit joint, là. C'est là-dedans. Je sais même pas s'il va me rester de la batterie suffisamment, là, pour continuer. De toute façon, je chargerai, ou je mettrai enfin, je brancherai au secteur. Donc ce joint là, ce cache-poussière, c'est pas un joint, c'est un cache-poussière. Et ben en fait il faut le mettre avant. Là, je l'avais mis à l'intérieur avant. Et ensuite j'avais fait passer ça. Mais alors là, je veux dire que c'est serré là. Là c'est très serré. Hein. Je vais en mettre au niveau du cache-poussière. Bon, normalement, faut pas le faire, ça. C'est pas vraiment conseillé d'en mettre à ce niveau-là. Mais moi, j'en mets quand même pour le montage. J'ai pas envie que ça s'arrache. Enfin, ça se déchire plutôt. Et bien sûr, là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre de la graisse ici, là.
Non, bien sûr, faut pas non plus en mettre des masses. Ce que je fais, c'est que je prends la pine là, et puis j'écrase. J'écrase, et voilà. Et là, je sais que c'est plus ou moins bon. Ça déborde pas trop. On va les laisser comme ça. Là. Hop, ça c'est bon. Donc une fois que c'est rempli de graisse, eh ben, il va falloir l'emboîter dedans. Et là, c'est quelque chose de très chiant. Ah oui, c'est pas simple. Hein. Alors bien sûr, il faut que le roulement là, il faut qu'il soit dans la bonne position. Et là, je crois qu'il n'y est pas. En fait, le roulement, il a une fenêtre. Et il faut que la fenêtre, elle soit bien orientée vers le piston d'étrier. Voilà. Là, je crois que c'est bon. Une fois que c'est bien orienté, là, on peut mettre ce merdier. Ouf. Ah oui. Faut faire vraiment... C'est vraiment pas évident. Là, c'est bon, je suis dedans. Ça s'est fait, là que c'est mis, dans le bon sens. Ouais. Et maintenant, il va falloir mettre la vis. Et donc, ce qu'il va falloir faire, bien sûr, c'est changer le petit joint torique qu'il y a là-dedans. Enfin, qu'il y a là, au fond. Alors, ce joint... Ah ouh là 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 là. Et oui, c'est ça d'utiliser une pointe. Je me suis baisé le doigt. Hop. Ce joint-là, il faut absolument le remplacer. Et c'est pas n'importe quel joint. C'est un joint spécifique. Vous pouvez pas prendre un joint d'une boîte de joints universelle et le monter. Non, faut pas faire ça. C'est là qu'intervient cette graisse. Donc on en met un petit peu. Hop. Donc ça on l'emboîte à l'intérieur. Mais avant, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faut prendre de la graisse et en mettre comme ceci. Pas en excès. Voilà, il faut retirer l'excès. Et il faut utiliser la pine là. Bien sûr, c'est pareil, hein, les réunionnais qui me suivent, bah ouais, c'est un petit pilon. Hein. C'est un mini pilon. Tout petit. J'aurais même envie d'acheter un étrier, un vieil étrier, juste pour regarder ça là, et pour en faire un petit pilon en déco. Ça pourrait être pas mal. Donc ça c'est fait. Hop, je le mets comme ça. Et là ce qui est bien c'est qu'avec la graisse, eh ben, ça tombe pas. Ensuite, la graisse graphite là, faut bien la mettre sur les bords. Enfin, sur les bords, vous m'avez compris, mais faut pas que ça déborde en fait quand on remet la pièce en place. Et là, et ben tout simplement, il va falloir plonger tout au fond. Là. Et il faut appuyer dessus. Alors, avant d'appuyer, il va falloir positionner la vis. Alors, vous pouvez la tourner aussi, hein, une fois qu'elle est emboîtée dedans. Justement, c'est à ça que sert la petite graisse. Cette graisse-là, hein, je parle. Hein, sur le petit joint torique. Il y a cette pièce à monter, cette rondelle. Et cette rondelle, vous voyez qu'il y a un pion ici. Vous avez un petit téton. C'est pas un pion, c'est un téton. Oui, enfin, ça peut être un pion aussi. Téton, c'est plus approprié. Et au fond, vous avez un petit trou. Et en fait, ce téton, il va aller dans ce petit trou au fond. Et en fait, vous voyez que vous avez une empreinte là. Et bien, cette empreinte, elle correspond à ce qu'il y a au bout de la vis là. Et c'est pour l'empêcher de tourner en fait toute seule au fond. Et justement, ce qui ferait que l'étrier ne fonctionnerait tout simplement pas. Donc là, on met ça au fond, on fait tourner,
Enfin, on fait tourner. On repère plus ou moins. On enfonce. Il faut appuyer, hein. Faut pas avoir peur d'appuyer. Là, à un moment donné, ça va rentrer tout seul. Et là, il va falloir contrôler. Donc, comment on contrôle? Comment on sait que la rondelle, elle est bien positionnée? C'est simple. Vous prenez la vis et vous essayez de la tourner. Alors, il faut forcer, hein. Vous essayez de la tourner de toutes vos forces. De toutes vos forces. Vous mettez des efforts importants sur la vis. Et si ça bouge pas, dans un sens comme dans l'autre, ça veut dire que vous êtes bien positionné. Et de toute façon, vous allez avoir une confirmation. Cette confirmation, c'est tout simplement la pose du circlip qui va au fond. Voilà, donc c'est le circlip le plus petit, enfin moyen plutôt, parce que oui, il y a 3 circlips. Il y a un truc que je vous ai pas dit, mais vous inquiétez pas, je vais y venir. Le piston d'étrier, il est spécifique sur ces étriers-là, à l'arrière. Il peut se démonter, et à l'intérieur, il y a pas mal de petites pièces. Il y a ça, en fait, à l'intérieur. Des roulements, des plates, enfin, des washers, plutôt, rondelles, quoi. Et vous avez ça, cette pièce-là. Alors, je me posais la question, je me disais, mais putain, mais il sert à quoi ce joint neuf, là? Il sert à quoi ce joint? Et ben en fait il sert à ça. C'est tout simplement pour cette pièce. Bref, on prend le circlip. Et là, il faut pas se tromper de sens. Vous avez un sens sur les circlips. D'un côté, vous caressez le circlip, c'est tout doux. De l'autre côté, vous caressez, c'est tranchant. Et donc le côté tranchant là, et ben il faut le mettre à l'inverse de l'effort. C'est-à-dire que si l'effort pousse comme ça, il faut le mettre dans ce sens. Et moi, c'est ce que je fais, de toute façon, c'est ce que je fais systématiquement, c'est que je le mets dans ce sens-là, en fait, pour éviter que ça se barre, quoi, tout simplement. Parce que là, sur celui-là, je sais que l'effort, il va être comme ça. Je sais que l'effort, il va être comme ceci. Donc, il va falloir que je mette le côté tranchant de ce côté. Après, c'est pas une science exacte, hein, parce que, enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais apprenti mécanicien, mais je vais vous donner un exemple concret. Quand j'ai démonté les axes de piston sur le SR20 qui était monté d'origine sur ma 100NX, il y avait des pistons, il y avait des circuits qui étaient montés à l'envers sur certains pistons, sur d'autres ils étaient montés dans le bon sens. Donc voilà, c'est pas non plus, je pense, une science exacte, mais on m'a appris ça comme ça, donc je fais ça comme ça. C'est tout. Alors, voilà, hop. Donc là je l'ai mis. On s'assure qu'il soit bien mis au fond. Donc là vous allez rien voir, je vais vous mettre la lampe. 2 secondes. À 15% de batterie, il va falloir que je branche. Alors attendez, je vais mettre la lampe. Si j'allume là. Allez. Hop. Là. Bon, normalement vous devrez voir mieux. Je vais brancher le chargeur. Comme ça me permet, vu que j'ai le trépied là. Hop là. De charger en même temps. Voilà, nickel. Bon bah vous allez voir le câble. Hein. Pas grave. Hein. On s'en fiche. Donc, est-ce que vous allez voir maintenant? Ah, vous voyez, hein? Vous voyez peut-être un peu mieux. Vu que maintenant il y a de l'éclairage. Donc en fait le circlip, il faut qu'il soit bien engagé au fond. Pour savoir s'il est bien engagé au fond, il faut regarder au niveau des... Comment ça s'appelle? Au niveau des becs. Là où il y a les petits trous là. Il faut regarder si c'est bien rentré. Et là, je peux voir que ce côté-là n'est pas bien rentré. Donc, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a ceux qui, comme moi, là, font ça là. Hop. Voilà. Vous pouvez le faire à la pince. Ou sinon, vous pouvez prendre un tournevis. S'il y a de la place, mais là, il y a... Bon, si là, il y a de la place, mais
plus tard vous verrez qu'il n'y a pas de place pour le ressort là, et la cage, bah, vous tapez dessus et ça rentre. Et là, vous voyez qu'il est bien rentré. Alors vous pouvez regarder aussi sur les bords, regardez s'il n'y a pas d'écart au niveau d'écart de taille d'un côté à l'autre. Et donc là, il faut contrôler, voir si on est bien. Donc pour savoir, il faut appuyer. Vous appuyez sur la vis, vous mettez le levier là, et puis vous regardez, vous faites manœuvrer. Vous faites manœuvrer, et c'est bon. Ça fonctionne. Nickel. Hop. Donc maintenant, il va falloir mettre cette pièce, donc ressort, la cage, et il faut pas oublier de mettre la rondelle d'appui au fond. Putain, mais en fait, cette lumière, elle éclaire super bien. J'aurais dû la mettre avant de... pour les explications que je vous ai données tout à l'heure. Hein. J'aurais dû y mettre avant. Donc là, c'est dedans. Il y a un truc aussi. Bien sûr, là, je mets des paillettes de graphite partout. Je suis vraiment un salopard. Ouais, c'est pas grave, j'ai envie de vous le dire. Hein. Bien sûr, là, avant de faire tout ça, là, parce que sinon, vous n'allez pas avoir la place, il va falloir remettre le joint, la section carrée. Donc pareil, on utilise cette graisse. Vaut mieux vous laver les mains quand même avant. Mettre des gants aussi. Parce que là, je vais contaminer la graisse. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas 2 paillettes de graphite qui va faire que ça va pas fonctionner. Hein. Donc là, on engage le joint en bas là. Une fois que c'est engagé, et ben, faut tout simplement faire rentrer tout doucement. Il faut pas qu'il soit vrillé. Normalement, ça rentre tout seul. Normalement, il y a juste à pousser. Et voilà, et ça rentre tout seul. C'est plus facile à remettre qu'à rentrer. Hein. Enfin, à rentrer qu'à ressortir, pardon. Donc ça, c'est fait. C'est monté, le joint, il est monté. Maintenant, il faut faire attention à ne pas l'abîmer quand vous allez remonter ça. Utilisez le petit doigt. Vous prenez une noisette comme ça. C'est un peu moins qu'une noisette. Et vous allez au fond et vous badigeonnez le cylindre. Hop. Ça c'est fait. Maintenant on peut passer à ça. Donc, vous avez mis la rondelle. Vous mettez le ressort. Il n'y a pas de sens. Hein. Le ressort, il n'a pas de sens. Et vous mettez la cage. Là. Et maintenant, eh ben, on se retrouve pas les tools du coup parce que je vais faire ça hors caméra. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer comment je procède. Donc, extracteur, c'est le même principe que vu précédemment. Hein. Si vous avez regardé mon ancienne vidéo, celle d'avant, celle-ci, vous verrez que j'utilise cette méthode là pour enlever ce satané ressort là avec sa cage. Si vous l'avez pas vu encore cette vidéo, ben, je vous invite à aller la voir. Ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut appuyer. C'est un mix des deux méthodes, c'est-à-dire un mix des méthodes constructeur et un mix de ma méthode africaine qui consiste à appuyer sur, enfin à mettre un extracteur, mais en utilisation inverse, c'est-à-dire plus pousser que tirer. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut appuyer et en même temps, il faut visser. Donc oui, c'est une grosse merde. Bon bah ça y est, hein. J'ai enfin réussi à remonter cette merde. Très long, très très long. J'ai passé 1 heure hein, littéralement. Et bien sûr, j'ai défoncé mon étrier. Bon, tant pis. Il faudrait des retouches peinture, mais bon, c'est pas grave, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le levier qui est ici. Donc ça, c'est tout simple. On prend le levier dans ce sens-là.
et on le met en place. Là, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure là, c'est qu'en fait ça bute contre le petit champignon. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut forcer un petit peu, forcer un petit peu pour que ça rentre. Bon, ça y est, j'ai réussi à la mettre, cette pièce. Et en fait, c'est tout con, hein. Ça m'était arrivé tout à l'heure en plus. C'est que bah, ça, c'était pas dans le bon sens, hein, tout simplement. L'axe, on a beau le mettre bien comme il faut. En fait, si la pine à l'intérieur, elle est pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle est soit comme ça, je sais pas exactement, et ben ça fout en l'air le sens le fonctionnement du mécanisme en fait, le sens de fonctionnement. Et donc le crochet, au lieu d'être là, il est complètement à l'opposé. Et pour faire ça, alors ça fait flipper, ouais, je sais, ça fait flipper, mais il faut mettre ça à l'étau. Il faut essayer de rentrer en force le levier. Et après, une fois que le levier est rentré en force, vous prenez l'étrier, vous maintenez avec l'étau, et puis vous faites tourner, vous faites tourner, vous faites tourner. À un moment donné, vous allez entendre un gros clac. Vraiment un claquement très sec. Et c'est là généralement où vous dites putain, j'ai pété un truc. En fait, non, pas du tout. Si vous voulez, l'axe à l'intérieur, je sais pas comment vous expliquer. À l'intérieur, ça fait une cuvette. Voilà, il y a une cuvette à l'intérieur. Et cette cuvette, eh ben, il y a la pine qui rentre à l'intérieur. Et quand on fait pivoter l'axe, la pine, elle se déplace sur une pente. Soit d'un sens, soit dans un autre. Normalement, c'est toujours dans le même sens. Et là, le truc, c'est que elle se déplace dans le mauvais sens, vu que c'était à l'envers. Enfin, vu que la pine, elle se mettait dans la mauvaise place. Et pour la remettre comme il faut, et ben en fait, il faut tourner. Donc, il faut tourner, 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 tourner. Et à un moment donné, elle va faire comme ça. Elle va faire clac, comme ça, ou d'un côté ou de l'autre. Je sais pas exactement comment ça se passe à l'intérieur. Mais en tout cas, quand c'est fait, et ben, vous pouvez manœuvrer le levier comme ça, sans difficulté. Et bien sûr, faut pas aller plus loin, parce que si vous allez plus loin, et ben, qu'est-ce qui va se passer? La pine, elle va se remettre comme elle était avant. Donc ça, c'est un peu con, parce que sur la documentation technique, et ben, ils le disent pas, ça. Donc voilà, c'est un truc que vous saurez. Maintenant que ça c'est fait, on remet la rondelle freinée. Alors, ces rondelles frein là, vous voyez là, elle est encore en bon état, mais il peut arriver qu'elle soit complètement écrasée, et donc que vous n'ayez plus l'écart là. Moi, ce que je fais pour les rattraper, tout simplement, je mets une partie de la rondelle à l'étau, je prends un tournevis, je le mets dedans, et je force comme ça, dans le sens de l'ouverture. Et puis ben je replie un petit peu la rondelle en fait, tout simplement. Et puis ça fonctionne. Donc je la remonte comme ça. Celle-là elle est en bon état. J'ai pas eu besoin de faire ça. Oui, je sais, c'est un peu de la magouille, hein, mais normalement il faut la remplacer. Mais bon. Donc ça c'est bon. Et il faut y serrer à 26 Nm, si j'ai pas de bêtises. Elle est là ma clé. Alors, de toute façon, c'est entre 25 et 29 Nm, et moi j'ai mis 28 sur ma clé. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre à l'étau pour y serrer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre cette partie-là, hein, comme je l'ai expliqué pour le démontage, avec deux cales en bois. Vous bridez cette pièce fermement, vous levez l'étrier pour pas qu'il y ait d'effort sur cette butée là. Mettez l'étrier comme ça là, et ensuite vous serrez au couple. Donc je fais ça et je reviens. Bon bah ça y est, hein, c'est serré. Donc maintenant, vu qu'il y a de l'air à l'intérieur, et que je vais avoir du mal à l'éjecter, je pense là, je vais essayer de l'enlever comme ça en appuyant. Mais bon, ça n'a pas l'air de faire grand chose. Ah si. Bon, ça tient comme ça. Je vais mettre le ressort. Donc le ressort, il se met comme ceci. Il se bloque contre la butée là. Et ensuite, il va falloir le faire monter là. Là. Une fois que c'est comme ça,
Prenez n'importe quoi, un tournevis, une pique comme ça. Et puis, il va falloir tout simplement, hop, voilà, la mettre dedans, mettre le ressort dedans, et voilà. Bon, c'est pas si compliqué que ça, hein. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous contrôlez encore une fois le bon fonctionnement. Donc là, ça sent bien. Et donc, là, l'étrier, c'est le côté gauche. L'étrier va être comme ça. Donc le câble de frein à main, il vient là. Et il tire. Hop, il tire et il pousse la vis. Donc la vis, elle... Alors, je sais pas si vous allez voir comme ça. Peut-être comme ça. Hop. C'est vraiment léger, mais voilà. Donc là, c'est serré. Le ressort, il est posé. Franchement, ça va, c'est pas mal. À l'intérieur, le circlip, il est bien posé. J'espère qu'il va pas sauter, hein. Bon, normalement, il n'y a pas de raison, il est bien rentré partout. Mais ça a été une vraie bataille quand même. Pour y remettre comme c'était. Donc bah voilà, ça c'est fait. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, ça va être de remonter le piston. Donc la graisse, elle est toujours là. Bon, quand même, on s'assure que le joint ne soit pas abîmé et qu'ils sont encore bien gras. C'est bon. Donc l'étrier, on le met de côté. La graisse, graphite, on en a plus besoin. On va s'attaquer à cette au piston. Donc le piston, je vais déjà le nettoyer parce que j'ai mis du dégrippant et le dégrippant avec le caoutchouc ça fait pas bon ménage. Donc je vais l'enlever. Hop, ça c'est fait. Bon, vous voyez, hein, ça a 32 ans. Ça a 32 ans, c'est flambant neuf quoi. Donc voilà, comment ça se présente à l'intérieur, c'est vide, c'est normal. C'est parce que j'ai tout enlevé. Et vous voyez, il y a des trous là. Là, il y en a un. Et non, c'est pas là-dessus où il y en a plusieurs. Ah tiens, il y a un petit accroc. J'avais pas vu. Bon, ah, c'est bon, c'est pas ça. Il y a un petit accroc là, mais c'est pas ça qui empêche le bon fonctionnement de l'étrier. Donc le petit trou là, il faut le déboucher. Et c'est là-dessus en fait où il y a deux petits trous. Il y en a un ici et un là. Et il faut que ces trous là soient débouchés. Absolument. Donc là, il faut enlever le petit joint qui est à ce niveau. Bien sûr, ce petit joint, il a un sens. Et il faut le remettre comme c'était. Et je viens de perdre le sens. Mais c'est pas grave. J'ai un petit truc là ici qui s'appelle documentation technique. Et que beaucoup ont du mal. Beaucoup ont du mal avec ça, j'ai l'impression. Surtout là, pour ceux qui sont sur le groupe Nissan 100NX France, il y en a beaucoup qui demandent ouais mais tu la trouves où? Tu la trouves où la documentation technique? Tu la trouves où la documentation technique? Ben je la trouve sur le web en fait, tout simplement, sur ce site hein. www.plandegraissage.org. Voilà. Et donc là il y a tout. Non, vous allez rien voir parce que il y a ça. Voilà. Bon, de toute façon là même là vous allez rien voir. Donc là j'ai toute la documentation technique là. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Bon, après, c'est en anglais, il faut maîtriser un petit peu, mais voilà. C'est du vocabulaire de base après. Voilà, c'est là le pion, là, il est là. C'est cette pièce. Et donc, le joint, la lèvre, donc c'est comme ça, et ça doit être comme ceci. Là, voilà. Vous avez une petite lèvre, ici, là. Voilà. Elle doit être, la pente, elle doit être vers, elle doit faire face en fait à cette pente là. Ils disent de pas lubrifier, mais franchement,
Moi, je suis pas d'avis de démonter à sec quand même, hein. Vu ce que c'est, un joint, en plus de ça, faut forcer pour le rentrer. J'ai un peu peur, je vais pas vous mentir. Mais si c'est pas bon, de toute façon, je le verrai tout de suite. Donc là, hop, il faut l'appuyer. Et ça rentre tout seul. Ensuite, il va falloir remettre tout l'assemblage qui est à l'intérieur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un collier isolant comme ça pour pas perdre le sens. De toute façon, on a un relevé technique pour s'aider, hein. Donc, il y a cette pièce-là. C'est un petit roulement. C'est pareil, hein, je l'ai lubrifié au dégrippant pour pas que ça rouille. Je l'enlève et je mets ça à la place. Voilà. Et ensuite, ça, c'est directement là-dedans. Donc là, c'est bon. Et ensuite, il y a les plates, enfin les washers. Donc j'enlève toujours le dégrippant que j'ai mis. Pas besoin de mettre de nettoyant frein là, c'est pas utile. Et donc là, il va falloir mettre cette partie, la partie tranchante vers le haut. Hop. Ensuite, il y a cette pièce. C'est une rondelle ondulée. Les picots vers le haut. Hop. Ensuite, là, en rondelle qui ferme le reste. Et pareil, ça, le côté tranchant vers le haut. Et ensuite, on met le circlip qui est là. Et la pince à circlip est là-bas. Hop là. Et donc ce circlip, pareil, le sens, moi je le mets comme ça. La partie tranchante, je la mets vers l'extérieur. Hop. Là, et là tout simplement, il va falloir venir appuyer et céder la tournevis. Il faut appuyer au cul. Et en même temps devant, c'est un ressort. Voilà. Hop. Là. Et là. Pour contrôler, on peut faire tourner comme ça. Dans son logement, on voit que ça tourne librement. Et voilà, c'est dedans. Hop. Et là. Voilà. C'est tout remonté. Ah oui, j'ai pas de lumière, bien sûr. Là. Et voilà. Donc là, c'est remonté. Donc bien sûr, j'ai rayé le circuit, mais bon, c'est pas grave. Nous, on verra d'autres, de toute façon. Donc là, on contrôle, bien sûr, on prend le temps de bien contrôler, que ce soit correctement monté. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout remonter là-dedans. Et pour le remontage, il va falloir déjà d'une part mettre du lubrifiant là-dedans. C'est pas obligatoire, moi je le fais. C'est pour conserver le piston en fait tout simplement. Plus longtemps. Parce que la rouille du coup aura du mal à se développer dans la graisse. Voilà. Et ensuite, il va falloir mettre ça comme ça. Je vais peut-être mettre de la graisse déjà dessus. Là, hop. Faut pas en mettre beaucoup, hein. Faut mettre une petite lichette là. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Même si ça se dissout dans le liquide de frein, c'est pas pour autant qu'il faut en mettre 3 tonnes non plus. On en met dans la gorge aussi, histoire que ça préserve de la rouille. Voilà. Et là ensuite, il va falloir mettre le cache-poussière. Donc le cache-poussière, c'est simple.
il faut le poser comme ça, autour du piston. Et c'est galère, parce que le cache-poussière, il va être plus petit que celui du piston. Mais quand ça rentre, et ben ça rentre, mais il faut aller loin, il faut aller plus loin. Ah putain, c'est galère. Hein. Allez, 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 voilà, 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 hop là, là. Donc là c'est posé. Et ce qu'il faut faire en fait, déjà on va contrôler qu'il n'y ait pas de merde parce que comme c'est tombé sur ma serviette, qu'elle est un peu dégueulasse. Bon, ça ira, c'est pas catastrophique. De toute façon, ça partira ce gras là. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, il faut retenir le cache-poussière et il faut le décaloter. Sauf que. Putain, c'est chiant. À déplier. Ah putain, faut prendre le premier pli. Faut arriver à choper le premier pli. Là. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop, ça. Donc ensuite, on le descend. Voilà. Et donc là, vous avez un espace libre. Et vous allez pouvoir mettre le joint en place. Tout simplement, il faut mettre le joint comme ça, là. Il faut mettre en bas en premier. Et ensuite, on met le reste. Et normalement, ça suit. C'est censé se mettre facilement. Je dis bien normalement. Hein. Bon, vous savez, ça se passe jamais comme prévu. Comme... il y en a toujours un. De toute façon, il y en a toujours un côté qui fait chier. Et faut croire que c'est celui-là. Ah, c'est bon, il est rentré. Dessous, il est dedans. Là, ce qu'il faut faire, c'est tourner à la main, tout doucement. Hop. Voilà. Et là, normalement, c'est rentré. Et surtout, il ne faut pas utiliser des pointes, des tournevis, ce genre de choses, parce que alors là, vous risquez de tout baiser. Et là, bah, faut prendre la pince à serre-clip. Là, pour le coup, je prends la pince à serre-clip et je prends pas l'outil pour repousser le piston. Et là, normalement, ça doit y aller tout seul. Vous voyez, là ça y va tout seul. Ça y va tout seul, je force pas. Hop, on fait un petit coup à fond. Intérieur. Donc repousser à fond. Et on l'extrait. Pourquoi je fais ça? C'est pour contrôler que ce soit bien mis. Voilà. En fait, je fais ça pour contrôler que le cache-poussière il soit correctement monté. Et là, ça a l'air d'être le cas. Bien sûr, ça fait des plis parce qu'il y a de l'air dedans. Et je suis sûr que si j'enlève l'air, il n'y aurait plus avoir de soucis. Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève le gras qu'il y a au-dessus du soufflet. Pourquoi je l'enlève? Parce que bah, ça ramasse la merde, tout simplement. Et puis c'est pas, ça sert à rien d'avoir du lubrifiant ici. Là, il y en avait parce que forcément, hein, quand on monte des freins, on fout du gras partout. Hein. C'est normal. C'est comme ça. Hein. Pour ça, je préfère utiliser un lubrifiant fait exprès pour monter les freins plutôt du liquide de frein. Parce qu'on en fout partout. Et voilà. Donc ça, c'est fait. On repousse. Enfin, on rentre le piston. À fond. On le ressort un petit peu. Hop. Voilà, on le rentre. On fait un essai du système de frein à main, mécanisme de frein à main, mais normalement, voilà, ça repousse bien le piston, c'est nickel. Donc là, on va pouvoir définitivement repousser le piston
dans son étrier. Hop. Hop. Là. Ça c'est fait. Bien sûr, on baise la peinture au passage, hein, comme d'habitude. Donc ça c'est fait. Celui-là, il est fini. Enfin, partiellement, il manque la vis de purge, machin, il manque les supports, mais bon, je vais pas vous montrer ça en vidéo, ça sert à rien. Donc les deux étriers arrière, le plus difficile, a été franchi. Et maintenant, il va falloir faire l'étrier avant, qui est ici. Donc, un truc que j'ai pas fait, enfin que je vous ai pas montré, mais je l'ai fait avant, c'est que j'ai dégraissé les étriers. Donc je prends du métal en frein et je dégraisse l'intérieur. Parce qu'il y a toujours de la merde. Donc une fois que c'est bien dégraissé, c'est bien nettoyé, on prend le piston, on le nettoie, pareil, hein, je prends du nettoyant frein pour nettoyer, ce qu'il y a le mieux je trouve, et du coup je vais prendre un kit pour l'avant. On dégage ça. Donc le fameux petit bouchon dont je vous parlais au début de la vidéo, c'est celui-là. Hop. Donc on prend ça, on met le joint d'étanchéité, on le badigeonne de lubrifiant bien sûr. Là. On le met en place dans l'étrier. Hop là. C'est pareil, hein, normalement ça se monte tout seul. Pas besoin de forcer, pas besoin de faire des trucs bizarres, pas besoin d'utiliser d'outils. Ça se monte tout seul. On contrôle qu'il soit bien en place. Ensuite, on lubrifie l'intérieur. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on lubrifie le piston. Pour l'avant, c'est vite expédié, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est un bien grand mot, vite expédié, parce que bon, c'est pas non plus très simple par moment. Des fois, il veut pas se monter comme il faut. Hop là, on met de la graisse ici aussi, parce que ça évite le collage du caoutchouc. Et puis ben après ça se déchire, hein, forcément, vu que c'est pas lubrifié. Hop, ça filme toujours, oui. Je contrôle de temps en temps maintenant, parce que bon, on peut avoir des surprises. Donc maintenant, ça, il y a un sens. Vous voyez le plat comme ça là, avec les lettrages vers l'intérieur de l'étrier. Bon, ma carte SD était pleine, donc je disais, là tout est en place, faut contrôler que le cache-poussière il soit bien mis. On met un petit peu de lubrifiant à l'intérieur, donc ça c'est fait. Ensuite il va falloir poser le piston, on fait bouger de droite à gauche comme ça. À un moment donné, il va rentrer. Voilà. Hop, normalement ça rentre à la main. Il n'y a pas besoin d'utiliser d'outils. Hein. Ça rentre à la main. Surtout pas d'outils. Il ne faut pas utiliser d'outils. Donc vous le rentrez un petit peu comme ça. Et ensuite, il va falloir prendre le soufflet. Il va falloir le mettre dans sa gorge. Voilà. Hop. Là c'est bien en place. C'est bien en place. On peut contrôler avec un tournevis plat, mais attention, avec le tournevis plat, faut pas forcer. Oh, pardon.
faites juste passer tout doucement à l'intérieur comme ça, histoire d'être sûr que le joint soit bien plaqué à l'intérieur. Et ensuite on peut mettre l'anneau métallique. Donc moi j'ai pas vraiment de méthode à vous donner, il faut juste le mettre comme il faut quoi. Ça rentre à l'intérieur du joint. Puis vous le voyez de toute façon. Vous pouvez utiliser un tournevis pour le guider, mais attention à ne pas percer le joint. Donc voilà, en fait c'est juste pour le guider, pour éviter que qu'il se mette mal, en fait, qu'il se mette en travers. Donc ça choque pas la lèvre du joint. Ça peut arriver, hein. Surtout quand ça arrive à la fin là, comme ça. Donc là on peut céder un tournevis tout doucement et voilà, c'est rentré. Et là on contrôle visuellement si c'est bien monté et ça a l'air. Donc là pour vous repousser le piston, prenez une rallonge de cliquet, mettez ça au milieu et vous appuyez tout simplement. Voilà, pas à fond pour pas le faire sortir, parce que tout ce qu'on veut c'est contrôler pour voir si le joint est bien positionné. Bon et bien ça y est, j'ai enfin terminé de réassembler les 4 étriers. Donc là on est le lendemain, parce que hier bon, j'ai fini très tard, il était presque minuit. Du coup ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tout simplement les réassembler sur le véhicule, donc les remonter plutôt sur le véhicule. Et je vais vous montrer comment faire la purge de frein là-dessus. Maintenant je vais vous montrer rapidement comment on met ce caoutchouc de coulisseau là, ou ce soufflet, dans la chape d'étrier à l'avant. Et puis je vais vous montrer aussi pour le voile du disque, parce que je l'ai contrôlé, le voile est bon. Il est dans les spécifications Nissan, donc il n'y a aucun problème, je peux réutiliser le disque. Par contre les plaquettes de frein qui sont ici, pour l'instant je vais les réutiliser, mais elles seront remplacées par la suite. Certainement quand je vais remplacer les soufflets de rotule de triangle, parce que oui, j'ai un soufflet qui est percé et que je vais devoir changer. Donc je vais peut-être changer les deux en même temps, je vais voir l'état. Et vu qu'il va falloir que je relève le véhicule, et ben je changerai les plaquettes en même temps. Voilà. Pour ce petit bouchon là, si jamais votre bouchon il est pété, ça c'est toujours sur la chape d'étrier avant. Si lui il est mort, pour le monter, c'est un peu une misère, mais ça se fait bien. Il faut utiliser un étau, parce que au marteau c'est impossible. En fait, si vous voulez, quand vous le montez, cette pièce-là va se déformer, et c'est ça qui va faire en sorte que le bouchon va rester dans la chape, et ne va pas s'échapper. Et donc pour avoir cette déformation-là, il n'y a pas le choix. Il faut mettre une pression continue et uniforme. Des coups de marteau, c'est pas du tout ça. Donc j'ai essayé, mais ça fonctionne pas. Et du coup, ce que j'ai fait, simplement, j'ai ouvert l'étau à fond, j'ai mis la chape, j'ai mis le petit bouchon comme ça, et j'ai refermé jusqu'à ce que ce soit pressé complètement. Et ensuite, j'ai fini avec un petit coup de marteau en utilisant une douille du bon diamètre. Voilà. Donc ce bouchon là, je vais pas m'en servir parce que sur l'autre chape il n'était pas abîmé. S'il n'est pas abîmé, ne le changez pas. Moi je l'ai changé parce qu'il était percé. Mais s'il n'est pas percé, ne le changez pas, ça sert à rien. Donc je vais vous montrer pour le remplacement, enfin le montage plutôt du soufflet là. Il faut que j'enlève juste mon bordel avant. Je vais prendre cette graisse avec mes gants cette fois-ci. J'ai pas envie de me salir les mains. Hop là. Je souffle. On va pas en train de se casser la gueule derrière moi. Là.
Allez. Voilà, normalement, vous devriez voir. Hop. Je reviens. Je suis parti récupérer la boîte de ce côté-là. Donc là. Alors, il va falloir graisser la pièce. Donc on en prend un petit peu, il n'y a pas besoin non plus d'en mettre des masses. Hein. Comme ça, normalement, c'est censé être suffisant. Il me semble, si je dis pas de conneries. Alors pourquoi je mets de la graisse comme ça? Déjà pour le montage. Et aussi pour le grippage, pour éviter le grippage. Pour éviter que ça rouille à l'intérieur. Et que la prochaine fois, il faudra le changer, parce que ça c'est du consommable. Donc ça se change quand c'est percé ou quand c'est trop usé. Et si c'est rouillé à l'intérieur, pour l'enlever, bonne chance. Hein. J'ai galéré sur une des chapes. C'était tout grippé et ça avait soudé le caoutchouc dans la chape. Alors pour l'enlever, je vous dis pas la misère. Donc il se passe comme ça. Et moi ce que je fais, je vais prendre un chiffon parce que là, alors, moi ce que je fais tout simplement, c'est que j'utilise le coulisseau qui va dedans. Je le fais rentrer comme ça. Hop. Voilà. Et ensuite, je pousse tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hop. Donc on fait ça. On libère un peu de pression. On repousse, on repousse, on repousse, on repousse. À un moment donné, il va venir. Ah, il arrive là. C'est long, hein. Mais bon. Ah, je vais peut-être retirer. C'est qui s'est clippé. Ça c'est chiant quand le soufflet se clipse. Il se clipse très très bien. Je vais chasser l'air. Allez. Là, voilà. Et là, je peux continuer. Hop, je enlève l'air. C'est bon, il arrive, mais... c'est très très long. Là. Hop. Allez. Ah, il est pas loin. Un petit bout. Et là, il va falloir le bouger un petit peu avec le doigt, là, comme ça. Tout doucement. Au fur et à mesure, en fait, il faut le chasser avec le doigt, comme ça, là. Voilà. Et il va venir se mettre en place. Faut prendre son temps. Hein. Là. Si vous avez des ongles, c'est encore mieux. Faut pas utiliser de tournevis, bien sûr. Alors si vous avez des couteaux en plastique. Là. Allez. Et voilà. Et là, il est monté. Donc par contre, comme il y a du gras et qu'il y a de l'air, ça fait ventouse. Et ben, quand vous allez l'enlever, il risque de partir. Donc tenez fermement à l'arrière, le soufflet, et vous l'enlevez tout doucement. Voilà. Et oui, en plus de ça, vu que l'intérieur n'est pas graissé, c'est plus dur. C'est normal. Vous pouvez dévisser sinon, comme ça. Et voilà, c'est monté. Donc c'est pas simple, hein. Mais une fois que c'est monté, ben c'est bon. Et là, votre soufflet est monté. Alors pour remettre les tôles là, tant que j'y suis, vu que j'ai l'œil dessus, pour remettre ces tôles là, ce que je fais, c'est que je mets un peu de cette graisse là, à ce niveau, pour pas que ça rouille. Hein. Tout est une histoire d'oxydation, hein. C'est juste pour pas que ça rouille. Et après, il faut bien faire attention
à mettre le minimum de graisse sur le disque. Il faudra le dégraisser bien sûr avant de mettre les plaquettes, pas oublier. Et je prends un petit maillet pour le rentrer parce que ça rentre un peu en force, en tout cas les neuves. Donc ceci étant fait, les flexibles, bon je vais pas vous expliquer comment monter un flexible, hein, normalement c'est simple comme bonjour, faut juste nettoyer et puis le remonter, le revisser. Faire attention parce que c'est un pas fin, donc faut pas vouloir aller vite, vous risquez de faire des dégâts. Hop. Là on va passer au voile du disque. Donc j'ai monté, là, vous allez rien voir, peut-être enlever la lampe, là. Donc là j'ai monté un comparateur à cadran, c'est pareil, je pense que vous allez rien voir vu que c'est blanc. En fait il y a du voile là, mais ça va, c'est pas énorme. Donc je vais remonter ça. Et puis on verra bien. Et les plaquettes je les changerai bien sûr plus tard. Donc ça c'est fait. Je vais remonter les étriers hors caméra avec les flexibles, tout ça. Et puis on se retrouve pour la purge du circuit de freinage. Bon bah ça y est, hein. Tout est remonté. Les 4 étriers à l'avant comme à l'arrière. Donc bien sûr il va falloir que je règle le frein à main parce que là il est un peu trop tendu. Donc il va falloir que je le règle. C'est pas compliqué, il faut enlever la console centrale ici. Et puis vous avez un écrou de mémoire qu'il va falloir dévisser pour détendre un peu les câbles. Bon, je vais vous expliquer rapidement comment purger les freins. Alors là-dessus c'est assez simple. Il faut une bouteille d'eau avec un fond de liquide de frein et un tuyau qui supporte le contact avec le liquide de frein. Moi j'utilisais ça avant pour purger. C'est très chiant, c'est très long, mais voilà, je pensais que la méthode avec la bouteille là que proposait Nissan était compliquée et longue, alors qu'en fait c'est hyper rapide. En 2 passes les freins sont purgés. Donc déjà je vais commencer par vous expliquer l'ordre de purge. Donc il faut commencer par purger l'étrier arrière gauche, ensuite l'étrier avant droit, l'étrier arrière droit et l'étrier avant gauche à la fin. Donc je vais vous mettre sur le trépied, puis je vais vous faire ça. Oui je sais, hein, la soupape de merde là, elle fait du bruit depuis je sais pas combien de temps, ça me casse les couilles, mais bon, faut faire avec. Donc déjà, faut contrôler le niveau, faut voir qu'on soit bien au-dessus du max. Donc moi ce que je fais c'est que je remplis quasi un rabord hein, quand je purge les 4 étriers. Là je vais purger, enfin je vais ouvrir que la purge de ce côté là, juste pour vous montrer. Et il faut bien sûr contrôler régulièrement. Ensuite, il faut prendre le tuyau, vous mettre sur la purge. Vous ouvrez la purge. Voilà, suffisamment. Et ensuite, il faut appuyer sur la pédale de frein pour faire couler le liquide, tout simplement. Hop. Hop. Voilà. Donc là, je vais pas plus loin parce que j'avais déjà purgé ici. On referme, on laisse le tuyau et il faut que le tuyau il baigne dans le liquide de frein. Pourquoi il faut qu'il baigne dans le liquide de frein? C'est pour éviter que l'air remonte en fait, tout simplement. On bloque modérément et là on peut enlever le tuyau et voilà. Et là normalement vos freins sont purgés. Voilà, c'est assez simple et puis après il reste juste à refaire le niveau et puis voilà. Aussi simple que ça. Par contre, maintenant donc, que je vous ai expliqué ça, je vais vous annoncer la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai aucune fuite. Donc j'ai pas de fuite au niveau ni des étriers ni des flexibles. Donc pour l'instant, tout va bien. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est que j'ai toujours un blocage. Donc là, ça tourne.
Pourquoi ça tourne? Parce que j'ai libéré la pression tout de suite là, à l'instant quand j'ai purgé. Maintenant, je vais appuyer sur les freins. J'ai appuyé avec ma force surhumaine. Hop. Donc est-ce que la roue tourne encore? Oui. Donc là, j'appuie sur les freins. Là, je suis à fond, je peux pas aller plus loin. C'est une très bonne chose, hein. Si votre pied descend, ça veut dire que la purge est mal faite, hein. Si la pédale elle descend jusqu'au plancher, c'est qu'elle est mal faite, la purge. Hop, je coupe le moteur. Voilà. Et là, est-ce que la roue est de nouveau bloquée? Putain, mais si elle s'est débloquée là, c'est un miracle. C'est qu'il y a un problème quelque part. Ah, voilà. C'est là. C'est ça que je vous disais. Voilà, là, elle est bloquée. Donc là, la roue est bloquée. Donc elle est bloquée quand je vais à fond et quand j'appuie plusieurs fois sur la pédale. Et pourtant, l'étrier, il est refait à neuf. Il coulisse bien. Si j'ouvre la purge, 100% sûr, la pression elle redescend et le disque retourne correctement. Donc là, j'ai un blocage. J'ai toujours un blocage à l'avant. Et là, c'est un blocage vraiment sévère. Tu m'étonnes que les freins ont chauffé parce que j'ai un tournevis. Hop là, ici. Oui, ça. On va voir si j'arrive à faire tourner le disque comme ça. Hop. Non, même là, même comme ça, là, j'arrive pas à faire tourner le disque. C'est pour vous dire. Ah, là, j'arrive à le faire tourner, mais faut vraiment forcer à mort. Là, on sent que ça force. Donc, j'ai toujours un problème de blocage à ce niveau. Et ce qui veut dire que si j'ai un blocage à ce niveau, c'est soit la valve, la proportioning valve qui est ici, là, qui merde, ou soit tout simplement le bloc ABS tout au fond là-bas qui a un problème. Donc pour ceux qui savent comment fonctionne un ABS, et ben je pense que vous aussi vous avez en tête l'idée que le bloc ABS puisse être en défaut et me bloque le frein avant gauche et également le frein arrière droit. Voilà, parce que le frein arrière droit aussi est bloqué. Là, si je tourne le frein arrière gauche, c'est bon. Par contre, le frein arrière droit, hop, voilà, c'est bloqué. Je peux pas du tout la bouger. Je peux pas du tout bouger le disque là. Peut-être si je prends, voilà, si je prends un marteau comme ça, je fais des efforts comme ça là, et ben j'arrive à faire tourner, mais il faut mettre un effort assez important. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce bordel là? Ben, si on regarde sur la doc Nissan, et ben bon là je pourrais pas vous montrer parce que la fréquence de l'écran, ben, on voit rien à cause de ça. Donc moi je pense que ça doit être le bloc ABS. Mais bon, avant ça, je vais contrôler quand même le proportioning valve qui est ici. Mais bon, franchement, j'y crois pas. J'y crois pas la proportioning valve parce que pour que ça foute la merde, franchement. Je sais pas, après peut-être que parce qu'à l'intérieur il doit y avoir des clapets, j'imagine. Bon, il y a aucune schématique de l'intérieur de ce merdier, hein. Mais peut-être qu'à l'intérieur il y a des clapets, que les clapets sont encrassés ou soit grippés et ça maintient la pression.
dans les roues bloquées. Et il y a quelque chose aussi qui renforce le fait que je pense que ce soit l'ABS. C'est que moi j'ai voulu faire fonctionner l'ABS pour voir si s'il était toujours en état de marche. Et comment j'ai fait? Ben sur une route de comment ça s'appelle? De zone industrielle où il y a personne, dans un chemin qui est pas utilisé, et ben j'accélérais jusqu'à 50 et puis je pilais sec. Donc l'ABS fonctionne super bien, mais voilà, l'ABS fonctionne super bien, mais je pense que c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça qui a fait que ça a bloqué les roues, parce que avant j'ai pas eu l'impression que les roues elles étaient bloquées, hein. Franchement, ça chauffait pas, rien du tout avant d'avoir testé l'ABS. Alors il y a un truc aussi qui me fait penser à ça, c'est qu'il faut attendre. Si on attend assez longtemps, suffisamment longtemps, la pression elle baisse tout doucement, tout doucement, tout doucement, et puis au fur et à mesure, on peut refaire bouger la roue. Bon ben sur ce, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Oui, les flexibles de frein. Alors si vous prenez des flexibles de frein avant de cette marque-là, ABS. Alors les flexibles ABS, c'est joli, mais c'est de la daube. Pourquoi c'est de la daube? Parce que au niveau... alors est-ce que j'ai un vieux flexible là? Oui, j'en ai, mais c'est des flexibles arrière. Est-ce que j'en ai un pour l'avant? Là, j'en ai un. C'est flexible. Je suis con, j'en avais un ici. Au niveau de... Non, je vais partir là, voilà. Au niveau de l'empreinte ici, là. Enfin, du raccord. Vous avez une petite pointe ici. Cette pointe, elle correspond pardon, à une encoche sur la caisse, sur le support de la caisse du flexible. Et le problème, c'est que ils l'ont usiné dans le mauvais sens. Enfin, pas dans le mauvais sens, mais il y a quelques degrés de différence. Ce qui fait que quand vous essayez de mettre le flexible, ça rentre pas. Et en plus de ça, il y a une partie, une petite... comment vous expliquer ça? C'est compliqué, hein. Il y a une partie du raccord qui est plus petite en diamètre que l'autre. Et ça permet de faire en sorte que le flexible il tienne bien en place, hein, en plus de la tétine qu'il y a là. Le problème, c'est que c'est pareil. C'est la partie grosse, elle est trop grosse, justement, par rapport à l'origine. Donc ce qu'il faut faire, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Il faut prendre la meuleuse et il faut meuler. Meuler. Il faut enlever la tétine là. Et puis il faut meuler un peu le bord du raccord là. Bien, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de merde qui rentre dans le raccord. Donc vous mettez un scotch, un bout de papier, quelque chose. Vous meulez, et puis vous essayez de voir si ça rentre. Et à un moment donné, ça va rentrer. Et là, il y a juste à visser le raccord, hein. Il y a un truc aussi. Alors, est-ce que j'ai une lampe? Oui, elle est là. Quand vous remontez l'étrier arrière, le flexible, hein, il faut vous le visser en haut au niveau de la loud sensing valve, si vous en avez une. Vous mettez le flexible, vous mettez la graffe en place, et ensuite vous mettez le flexible sur l'étrier. Pourquoi il faut faire ça? Parce que si vous mettez le flexible sur l'étrier, le flexible sur la loud sensing valve, ou même sur le raccord caisse si vous n'êtes pas équipé de ce système, et pour remettre ça, vous allez être dans la merde. Ça va être très très chiant. Et moi ça m'est arrivé. Du coup, ce que j'ai fait, tout simplement, hein, j'ai réenlevé le raccord de ce côté, j'ai mis la graffe, et ensuite j'ai remis le raccord. Et voilà. Ça s'est monté nickel. Donc ceci étant dit, voilà, j'ai pas vraiment d'autres conseils à vous donner. Donc moi je vais continuer la recherche de panne. Et puis de toute façon je vous retiendrai au courant. Et s'il y a besoin de déposer la proportioning valve ou le bloc ABS, bien évidemment que je ferai un épisode dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire.
j'essaierai d'y répondre. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui me connaissent. Je prends énormément de temps à répondre aux commentaires. Donc bon, prenez votre mal en patience, à un moment donné je vais répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo, ben, laissez un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!